Précédemment, dans Motherland, je suis partie un mois au Sénégal pour mon premier épisode. À la suite de cet épisode, j'ai été au cœur d'une polémique sur les réseaux sociaux. Pour eux, j'avais trop mis en avant la beauté de l'Afrique. Mais ça ne m'a pas découragée, au contraire, et comme prévu, je suis partie en Côte d'Ivoire pour réaliser l'épisode 2. Et je n'ai qu'une chose à dire, Abidjan est doux. Je viens d'arriver à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, ce pays d'Afrique de l'Ouest d'un peu plus de 28 millions d'habitants. Dès mon arrivée, je ne peux pas m'empêcher de remarquer toutes ces grosses voitures, voies rapides avec vue sur la mer et des gros buildings. Je comprends pourquoi tout le monde m'a dit qu'Abidjan, c'était la fast life. Et ce n'est pas étonnant. Cette capitale économique est considérée comme la plaque tournante en Afrique de l'Ouest. C'est le plus grand producteur de cacao dans le monde, mais c'est aussi un producteur de bananes, d'EVA, de maïs et à moindre mesure, de pétrole. Et malgré la crise sanitaire ou les crises politiques que le pays a pu connaître, il est encore considéré comme le pays le plus riche d'Afrique de l'Ouest, avec un PIB par habitant de 5 000 $, le plus élevé de la région, devant le Nigeria ou encore le Ghana. C'est donc sans surprise qu'Abidjan regorge de QG, de restaurants chics et de grands hôtels, comme l'hôtel Azalaï Black Owned, qui a d'ailleurs été inauguré en 2017 par le président Ouattara en personne. Mais Abidjan, Babi comme on dit ici, c'est surtout la capitale des soirées chics où se regroupe toute la jeunesse dorée ivoirienne pour s'enjailler. Et à peine arrivé, on m'invite déjà dans une soirée chic de la ville. Bonne musique, cocktail, chicha, je finis sur un rooftop dans un hôtel chic de la ville où j'y rencontre une jeune créatrice de bijoux, Keren. D'origine ivoirienne, elle a quitté Bordeaux pour sillonner l'Afrique pendant des mois. Donc là, je suis en Afrique de l'Ouest depuis décembre dernier. J'étais au Ghana et après je suis venue à Abidjan et je retourne dans une semaine. C'est une renaissance, de revenir aux sources, de se réapproprier nos valeurs, nos cultures, nos manières de voir les choses. C'est vraiment une renaissance. Et je dirais que c'est un mot même que je peux attribuer en fait sur tout le continent où je vais et ma manière de voir les choses, c'est vraiment renaître en fait, renaître de mon africanité, renaître de ma personne, renaître de comment je perçois le monde, dans ce que je fais. C'est vraiment une renaissance en fait, un cheminement où on se crée à chaque fois et on renaît. Je suis bien quand je suis ici, tu vois, je me retrouve. Et ouais, l'Afrique fait rêver. L'Afrique fait rêver, en tout cas la Côte d'Ivoire fait tout pour. Et en voici un exemple. Le gratte-ciel de l'Hôtel Ivoire, l'édifice hôtelier le plus prestigieux de la Côte d'Ivoire, construit par la volonté de Félix Houphouët-Boigny, le premier président du pays, qui souhaitait à tout prix que la Côte d'Ivoire fasse rêver. Cet hôtel mythique où sont venus les plus grands, comme Michael Jackson, mais aussi une ribambelle de chefs d'État, le roi du Maroc ou encore Emmanuel Macron. Et si certains connaissent cet hôtel pour ses chambres luxueuses avec vue imprenable sur Abidjan, il est en réalité devenu un lieu mythique et historique pour tous les Abidjanais. Cet hôtel, il a été le témoin de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, on va dire, puisqu'il a été créé depuis 1963, c'est-à-dire juste 3 ans après l'indépendance de ce pays. Donc il a vraiment été le témoin de toute l'histoire de notre pays. Déjà par le nom, on retrouve cette identité-là, Hôtel Ivoire. Au niveau de l'architecture aussi, tout ce qui est art. Au sein de l'hôtel, on a des expositions tous les 2 mois qui mettent vraiment en avant les artistes locaux. Son Excellence Feu Félix Houphouët-Boigny, il a voulu que son pays qu'il fasse rêver et qu'il fasse la fierté de la Côte d'Ivoire. Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire. Son nom revient souvent depuis que je suis ici. J'ai envie de comprendre l'impact que cet homme a eu sur son pays. Et pour ce faire, je pars à la découverte de sa ville de naissance, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. Félix Houphouët-Boigny, c'est lui. Né en 1905, il est le père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire et devint en 1960 le premier président de la Côte d'Ivoire qu'il présidera pendant 33 ans. Et pendant les 20 premières années de son règne,
Houphouët-Boigny parviendra à développer de manière spectaculaire l'économie de la Côte d'Ivoire en dynamisant notamment le secteur agricole et industriel, mais aussi en apportant une longue stabilité politique au pays. Cette période de prospérité brillante se fera appeler le miracle ivoirien. C'est à cette période qu'Houphouët-Boigny lancera des constructions colossales, comme l'Hôtel Ivoire, mais aussi des aéroports, des routes et des centaines d'infrastructures pour moderniser le pays. Mais son projet le plus pharaonique reste la basilique Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro. En effet, en 1983, il décide de faire de son village natal, Yamoussoukro, la nouvelle capitale de la Côte d'Ivoire. Et il y construira son palais présidentiel, mais surtout cette basilique immense qui est aujourd'hui le plus grand lieu de culte chrétien au monde, consacré par Jean-Paul II en personne. Cependant, vers les années 80, la croissance ivoirienne commence à chuter. Les prix du cacao et du café baissent et impactent sérieusement l'économie du pays. La politique d'Houphouët-Boigny sera de plus en plus critiquée et on considérera que toutes ces constructions pharaoniques endettent le pays, qu'il entretient trop des relations France-Afrique et qu'il donne trop de liberté aux investisseurs privés étrangers et surtout français. Malgré tout cela, il reste aux yeux des Ivoiriens le père respecté et bâtisseur de la Côte d'Ivoire. Il décédera en 1993. Et depuis son décès, la capitale Yamoussoukro est déserte. Sans les efforts d'Houphouët pour dynamiser sa ville natale, Abidjan est redevenu le cœur de la Côte d'Ivoire. Il reste cependant à Yamoussoukro les animaux emblématiques d'Houphouët, ses crocodiles personnels. En effet, Houphouët avait demandé à ce qu'autour de son palais présidentiel soient créés 3 lacs artificiels pour y accueillir des crocodiles du Nil, symbole pour lui de la puissance politique et considérés comme sacrés. Ces crocodiles sont devenus aujourd'hui une attraction touristique dans le pays, une attraction qui reste cependant dangereuse quand on sait qu'en 2012, le gardien qui les nourrissait et les soignait fut dévoré par l'un d'entre eux. De cet incident tragique est même née l'expression « ingrat », comme les crocodiles de Yamoussoukro. De retour à Abidjan pour le week-end, j'ai décidé d'aller dans le coin le plus populaire de la ville, où des millions de personnes y transitent par jour, la plus grande commune d'Abidjan, Yopougon, aussi appelée Yop City. Cette commune est le paradis de la street food typiquement ivoirienne. Aloko, poulet braisé, attiéké, sauce graine, foutou banane, garba et bien évidemment le coin incontournable en Côte d'Ivoire, les maquis, des restaurants détente en plein air avec de la bonne musique et une ambiance de fête. Une vraie tradition en Côte d'Ivoire. Mais pour la jeunesse dorée ivoirienne, l'endroit chic à faire le week-end, c'est l'île Boulet. Cette île paradisiaque qui abrite la baie des milliardaires, où sont implantées les grandes villas des riches ivoiriens et des riches étrangers. C'est sur cette île qu'on retrouve notamment le BBR, un hôtel chic qui organise des pool parties pour la jet-set ivoirienne. Ou alors, une autre destination très prisée, Assigny, le Beverly Hills ivoirien. Cette commune, qui se trouve à 1h30 de route d'Abidjan, est réputée pour avoir les meilleures plages et a depuis été prise d'assaut par toutes les grandes célébrités et les grandes fortunes du pays. Et le rendez-vous du dimanche à Assigny, c'est le brunch à la Maison d'Akoula, un véritable coin de paradis avec son hôtel de luxe et son beach club privé de l'autre côté de la mer. Brunch de luxe, plage privée, DJ, je comprends pourquoi cet endroit est si prisé. Quant à leur hôtel privé, on y trouve des suites avec une vue sur la mer, des jacuzzis et les pieds dans l'eau au réveil. Une adresse vraiment magnifique, mais là tout de suite, j'ai envie d'un peu plus d'authenticité, de découvrir la beauté culturelle ivoirienne, la nature, la faune et les traditions. Pour ce faire, on me conseille 4 destinations, Bouaké, Korogo, Mans et San Pedro. Du coup, j'ai pris un vol interne avec Air Côte d'Ivoire et j'ai commencé mon nouveau voyage.
Bienvenue à Bouaké, la deuxième ville la plus peuplée du pays après Abidjan. Je suis venue ici pour faire le plein de nature, dans un endroit unique en son genre, le Nzi River Lodge, un domaine black-owned d'écotourisme situé au cœur d'une vraie réserve naturelle. C'est d'ailleurs dans cette réserve que se cache le dernier rhinocéros blanc d'Afrique de l'Ouest, et j'ai pu me réveiller tous les matins en tête-à-tête avec des antilopes. Le but de cet endroit est de se reconnecter avec la nature et de découvrir la faune et la flore ivoirienne. Ouais, regardez ce qu'on a trouvé. C'est une tortue. Elle est trop chouette. D'ailleurs ici, il n'y a ni internet ni 4G, que ce soit dans l'hôtel ou dehors. Alors au programme, promenade et méditation au sommet d'une montagne. Et bien sûr, des tonnes de safari avec l'homme qu'on appelle ici le général. Il travaille ici depuis une vingtaine d'années et il connaît la végétation et les animaux par cœur. Et son plus grand combat, c'est de faire cesser le braconnage en Côte d'Ivoire et d'apprendre aux jeunes à préserver la nature. La jeunesse doit s'intéresser à la brousse parce que c'est leur avenir, avec le réchauffement climatique que nous connaissons. Et puis beaucoup d'autres aléas qui font que vraiment il est tout à fait nécessaire qu'ils s'intéressent effectivement à ce patrimoine que Dieu nous a donné, à ce paradis qui est la terre et la flore et faune. Je prends mon cas par exemple, mon papa, ancien combattant, était chasseur. Les éléphants en ont laissé leur réservoir, les lions, les panthères en ont laissé leur peau. Et moi, à un moment, je faisais de la chasse alimentaire. Mais ayant vu que la populace d'animaux sauvages est en train de baisser, je pense que j'ai changé de disque. Au lieu d'abattre, chercher à les protéger afin qu'ils prolifèrent et que vraiment ils ont leur place. Dieu les a créés, nous les avons trouvés là, on vit ensemble. Nous n'avons pas le droit de les nuire. Voilà. Plutôt, on doit chercher à améliorer leurs conditions de vie en les protégeant. Ce genre de réserve, si on en a plusieurs en Côte d'Ivoire et surtout en Afrique, dans certains pays, vraiment je pense que on aura beaucoup fait pour les espèces animales, faune et flore et les oiseaux. Et quand je lui demande pourquoi, à son avis, les jeunes ne s'intéressent pas aux réserves naturelles, sa réponse pousse sincèrement à la réflexion. L'homme est toujours à la recherche de ce qu'il n'a pas. Il y a certains Ivoiriens, vous leur direz que ce site-là est ici. Lui, il préfère prendre son argent, peut-être aller se balader à Chicago, je viens de Paris. Il préfère aller chercher ailleurs, alors qu'en Côte d'Ivoire, auprès d'eux, ici, il y a de ces sites. Il y a les danses traditionnelles, il y a des cérémonies dans toutes les régions. Une anecdote, tu diras aux gens aujourd'hui, Dieu est là où il y a la barrique là, et que l'argent est à Bouaké. Tu verras, tout le monde va se diriger vers Bouaké sans oublier que Dieu qui est à côté ici, c'est lui qui donne. C'est dur de l'admettre, mais c'est pourtant vrai. La course à la soi-disant modernité fait qu'on refoule souvent l'essentiel, la nature, nos traditions, nos cultures. Et comme le disait le général, la culture ivoirienne est très riche, notamment à Korogo, où on retrouve la culture sénoufo, les danses traditionnelles comme le ngoron ou le boloy. Mais aussi les tisserands de Ouaragnéné, réputés pour la qualité de leurs pagnes et de leurs tissus, qui sont de vraies fresques, racontant chacune une histoire. Comme le disait le général,
Pourquoi penser que le développement signifie forcément grands buildings et grosses voitures comme à Chicago? Et si le développement, c'était surtout la préservation de la nature et de nos cultures? Après quelques jours passés dans le nord du pays, je décide de repartir dans le sud, à San Pedro. San Pedro est une ville balnéaire qui avant était très prisée. Mais depuis que la route qui la liait à Abidjan n'est plus opérationnelle, San Pedro a été délaissée, au profit d'Assini, qui est devenu la référence. Et je trouve que finalement, c'est un mal pour un bien, car San Pedro garde encore un côté authentique et intouché. 2 endroits magnifiques sont à connaître. Les piscines naturelles de Tabaoulé. À 1 heure de voiture de San Pedro, vous trouverez une plage incroyable avec des rochers plats qui, à marée basse, se vident partiellement et se transforment en jacuzzi. Mais encore aussi, mon deuxième endroit préféré, la baie de Monogaga, une baie très peu fréquentée, près d'un village de pêcheurs, aux allures de Bora Bora. J'y rencontre Prince, un jeune entrepreneur ivoirien qui souhaite monter son agence de tourisme. Il souhaite me parler et dénoncer la discrimination toujours ambiante en Côte d'Ivoire et globalement en Afrique. Quand un Africain est à la tête de quelque chose, c'est difficile que ça évolue. Par moments, soit il est combattu ou bien autre, mais quand c'est un Européen, voilà, toutes les autorités le respectent. Il est respecté par tout le monde, tout ce qu'il fait, on accepte de marcher avec lui. Mais quand c'est un Africain ou bien un noir, un nègre, là, il a des tas de problèmes. Soit même il est peut-être même combattu par ses propres frères d'à côté, voilà, qui l'empêche, qui se dit, bon, si lui il avance que nous, c'est pas normal, donc il faut lui mettre des bâtons dans les roues, puis voilà. Les choses ralentissent à son niveau. Mais quand c'est un Européen ou bien blanc, tout est respecté, la considération, ah non, lui, on ne peut pas faire ça. Et remarquez, même quand c'est un Africain qui tient un endroit, on vient parfois dire, ah, ça coûte combien? On donne les prix, il dit, ah, faut diminuer un peu. Mais quand c'est un Européen ou quelqu'un d'autre, quand tu arrives, il n'y a pas à faire de diminuer. Immédiatement, c'est le prix qui est fixé que tu prends. Mais quand c'est un Africain, on demande à ce qu'il diminue, baisse un peu le prix, est-ce qu'il ne peut pas avoir tant. Mais quand on rentre dans les endroits où c'est tenu par d'autres, quand il dit même c'est 50 000, on accepte. Je prends un exemple simple aujourd'hui. Pour quelqu'un même qui veut demander en mariage sa fiancée, il ne prendra jamais un restaurant typiquement africain. La plupart du temps, il aura derrière un restaurant chic, où il y a presque des Européens, où il y a tout le monde qui est là. Remarquons, pendant les moments de célébration des fêtes, presque tous les restaurants européens, libanais, c'est guichet. Parce que tous ceux même qui avaient les 1000 francs, 2000 économisent juste pour aller goûter quelque chose dans ces restaurants, prendre une photo et mettre ça sur sa page Facebook, son Instagram et autres pour dire quoi. Je viens de KFC par exemple. Là, tout le monde le considère au quartier. Ah, lui mange à KFC, c'est super. Il a été à Cap Sud, c'est super. Il y a un peu ça et on laisse tous nos petits endroits magnifiques qui sont gérés par les Africains. C'est un hit, quoi. Et d'après lui, pour revaloriser l'Afrique, tout le monde a sa part de responsabilité. Imaginez-vous Didier Drogba en train de rentrer dans un restaurant africain et consommer du riz avec la sauce crème. Presque tous ces fanatiques, même s'ils sont européens ou autres, vont chercher à aller goûter ce plat-là aussi. Parce que c'est une idole. Voilà, c'est une grande image pour le monde entier, presque je dirais. Donc, à partir de là seulement, lui seul à lui pourra valoriser quelque chose qui vient de l'Afrique. Chaque influenceur, je dirais, ou bien chaque célébrité a aussi son rôle à jouer, juste avec ces genres de petits gestes. Imaginez-vous, Niska qui a chanté Nyomi Ele, boum, c'est considéré. Donc le Nyomi Ele aujourd'hui est vendu presque partout et à un prix élevé. Okay. Voilà, donc sinon le Nyomi auparavant, tu pouvais l'avoir à 5 francs, à 10 francs, mais aujourd'hui, tu peux avoir l'emballage avec le lait à 1500. Imaginez-vous, comme je le disais de Didier Drogba, même Samuel Eto'o qui parle d'un petit restaurant africain et qui dit aujourd'hui, je suis venu célébrer par exemple la Saint-Valentin avec ma femme dans ce petit restaurant typiquement africain où on consomme tant et il prend une photo. Boum, tout le monde va chercher à connaître cet endroit. On ne dit pas de relâcher tout ce qui est européen, mais d'une part, ça permettra aussi aux locaux de vraiment vivre de ce qu'ils font. Voilà, donc chacun a sa part à jouer.
Les semaines passent et je commence sincèrement à tomber amoureuse de la Côte d'Ivoire. Je pourrais clairement me voir y habiter. Et justement, de retour à Abidjan, je suis invitée pour assister à la finale de The Voice Afrique. C'est là que je rencontre le rappeur Youssoupha, installé depuis peu à Abidjan, qui m'explique le pourquoi du comment. Je suis venu par amour, alors les gens ils me disent par amour de la Côte d'Ivoire, non pas exactement, par amour pour mon épouse parce que moi j'avais envie d'autre chose, mais elle avait plus d'envie d'autre chose que moi. C'est-à-dire que la France des fois ça nous saoulait un peu, tu vois. Il y a un truc qui commençait un peu à tourner en rond, on arrivait moi à s'épanouir tout simplement. On a pensé à Kinshasa, on a pensé à Dakar, on a pensé aussi au Canada parce que moi j'aime beaucoup le Canada, Toronto, Montréal. Pas le même climat, mais on y a pensé quand même. Mine de rien, le fait qu'elle et moi, on ait grandi en Afrique, je crois qu'on a eu envie que nos enfants ils connaissent aussi un peu ça. Parce que mine de rien, je trouve que pour moi, ça a fait de nous des gens bien. Et donc, il n'y a pas qu'en grandissant en France que tu deviens quelqu'un de bien et d'épanoui. Donc, l'expérience africaine en valait la peine, surtout que c'est notre continent, tu vois. Et donc, la Côte d'Ivoire, elle a eu des opportunités en Côte d'Ivoire. Et donc, bingo, on s'est dit, viens, on essaye 6 mois. 6 mois, 1 an. Au pire, ça marche pas, on rentre. Ça fait 5 ans qu'on dit ça. Abidjan est doux. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est un slogan qui peut faire un peu cliché, mais c'est vrai. Moi, je trouve que la qualité de vie, ma famille et moi, on vit mieux ici qu'en France. Ma qualité de vie, elle est meilleure. On va pas se mentir. Le climat, la lumière sur le continent, on va pas se mentir, ça joue. Les opportunités sont plus nombreuses. Après, voilà, je veux pas faire de clichés de rêve africain facile. Non, tout n'est pas facile. C'est pas vrai que oui, tu arrives dans l'aéroport et puis tu ramasses des diamants sur le chemin de l'aéroport. C'est faux. Tu n'arrives pas ici parce que tu viens de France. Toi, tu as les super idées et tu deviens un méga entrepreneur dans le week-end d'après. C'est pas aussi cliché que ça. Mais le fait d'être épanoui et d'avoir une meilleure qualité de vie ici, ça libère. Je trouve les espaces sont plus grands. À Paris, on est un peu plus confiné, sans jeu de mots. Et, tu vois, voilà. Ici, les espaces sont plus grands, on sort plus. J'ai l'impression que la société est plus libre, les gens sont plus détendus, ils sont plus à l'écoute, plus force de proposition. Je fais plus de rencontres inédites aussi. Et je préfère le dire tout de suite, je ne suis pas du tout dans un discours de remigration. Je ne connais pas la vie des gens, chacun a son histoire personnelle qui fait que tu peux avoir envie de rester en Europe ou en France ou aux États-Unis et tout. Et je suis totalement en paix avec ça. Mais disons que je ne vais pas mentir, le fait d'être un noir en France, c'est pas anodin. La mentalité en France où tu as à te faire petit, c'est-à-dire qu'il faut se justifier pour tout, pour le taf, pour le logement et tout. Tu dois te faire toujours petit, tu dois viser petit pour pas te faire tricard, pour pas être jugé. Mais en 2020, flemme en fait. Flemme, tu vois. Je trouve que les parents, ou même les grands frères, ou même ma génération, ou même la tienne, ça va, on travaille beaucoup, on a déjà beaucoup investi dans le pays, etc. et tout. Et avoir à quémander, j'avoue, ça m'a usé. Même entre nous, du coup, on commence à voir petit. On a du mal à être, ambitieux. Tu vois. Ça, notre ambition plafonne. J'ai l'impression que la société est déjà établie. On sait c'est qui les lourds, on sait c'est qui les sans-voix, tu vois. C'est démocratique, mais finalement, c'est hyper hiérarchisé, tu vois. Ici aussi, bien sûr, il y a des déséquilibres sociaux, mais j'ai l'impression que tout est possible quand même, tu vois. En France, moi, et pourtant, je suis arrivé à l'endroit où je suis quand même, tu vois. Je ne suis pas craché dans la soupe, je suis plutôt un privilégié. Mais malgré tout, je vois quand même les plafonds de verre. Ça peut pas, je vais pas te mentir, ça, je les vois encore. Je les vois encore et je le ressens. Même dans l'industrie du rap, des fois, tu quémandes encore pour figurer dans certains festivals ou figurer dans certaines distinctions de prix, etc. Dans ta propre culture noire en France, tu es marginalisé. C'est-à-dire dans le rap en France, tu peux être marginalisé du fait d'être noir. Alors, il y en a qui vont dire, mais non, mais il y a des noirs qui sont quand même en haut de l'affiche. J'ai envie de dire oui, et encore heureux, quoi. Tu vois, enfin, on va pas s'excuser de ça, tu vois. Avec le temps aussi, j'ai compris que, et je suis pas fier de ça, je vais pas te mentir, j'ai compris que le temps de ma vie, moi, je le changerai pas. J'ai compris que voilà, la France, elle est comme ça, elle a ses ressorts comme ça. Donc à moi de prendre mes dispositions pour faire que ma vie soit plus épanouie. Donc je le dis dans un morceau qui s'appelle Gospel, dites à la France, plus je la quitte et plus je l'aime. Et effectivement, franchement, tu l'aimes ou tu la quittes, et ben moi, plus je la quitte, plus je l'aime. Ah, c'est bien dit. Voilà. Et quand je lui ai demandé s'il était venu en Afrique pour inspirer les gens, voici sa réponse. Je l'avais dit assez vite, mais j'aime bien le redire. Je ne suis pas venu ici par militantisme. Ça pourra donner l'impression que genre je me sacrifie pour la cause. Je me sacrifie rien du tout. Si tu vois ma vie que je mène ici, ça ressemble à tout sauf un sacrifice. Maintenant, j'aime bien l'idée que certains, quand j'ai les retours,
se disent « Ah, si Youssoupha l'a fait, c'est que c'est possible ». Si jamais ça peut inspirer à des gens, tant mieux. Parce qu'effectivement, que ce soit acteur, rappeur ou footballeur, etc. et tout, noir, on peut se déplacer partout, tu vois, mais il y en a qui vont vivre aux États-Unis, il y en a qui vont vivre à Dubaï et tout ça, là. Effectivement, l'Afrique, on se dit « Non, mais l'Afrique, quand tu as réussi, tu ne peux pas aller en Afrique, c'est une régression ». Moi, je pense que c'est tout le contraire. Moi, c'est... Voilà. Mais les autres aussi doivent avoir, je ne les juge pas, hein, ils doivent avoir la raison. Moi, je pense que c'est tout le contraire. Et encore plus en Afrique noire, tu vois. Les clichés ont leur dent dure quand même. Moi, quand j'ai décidé de revenir ici, quand je l'annonçais aux gens, je ne te cache pas, leur réaction, je le voyais. Même ceux qui sont d'origine africaine, ils étaient en mode « Ah ouais, pourquoi ?» Mais tu vois, genre en mode « Ah, le pauvre », tu vois, genre c'est... On dirait que je partais en prison, tu vois. On dirait que ma condi était finie et que je devais repartir, tu vois. Et je disais, non, mais c'est génial. Ils étaient en mode, ah ouais, tu dis ça par militantisme, tu veux pas décevoir l'Afrique. Au bout de 5 ans, là, par exemple, je vais pas te citer des noms, mais j'ai même beaucoup de collègues rappeurs ou des collègues footballeurs avec qui je suis ami, qui me disent, ouais, mais quand même, ta vie, là, c'est ça qu'on veut, parce qu'on commence à craquer et tout. Et moi, malgré tout, je suis pas en mode, je vous avais dit, non, parce que ça aurait pu mal se passer aussi pour moi. Je leur dis juste, oui, effectivement, ça se passe excellemment bien, mieux que je pensais. Je devais rester 1 an, je suis là depuis 5 ans. Venez voir, tu vois, venez voir. Il me dit, mais t'as pas de problème, de trucs et tout. Les gens, ils te parlent tout le temps de, ouais, mais tu sais, là-bas, la sécurité sociale. Alors, les frères, respect à la sécurité sociale, mais de fou que Dieu me préserve. La santé, c'est ce qu'on a de plus précieux et tout. Mais en fait, ça peut pas être un moteur de vie que d'avoir qu'une carte vitale, en fait, tu vois. Quand tu as un jeune Renois de 21, 22, 23, 30 ans, ça ne peut pas être ta logique pour te retenir si tu as des grandes aspirations sur le continent. Tu ne peux pas avoir ça comme logique. Que tu dises que oui, ma chérie, elle est là et j'ai envie de rester ici et elle est peut-être pas prête à bouger, je comprends. Que tu dises que tes études ou tes possibilités de carrière, elles sont en France, je l'entends. Mais ça ne peut pas être en mode juste, ouais, mais au moins ici, j'ai une carte vitale. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Je serais un menteur si je disais aux gens qui m'écoutaient, non, mais vous avez raison. Non, je ne suis pas à l'aise avec cette mentalité-là. Le mot de la fin, j'ai pas de regrets. Des fois, j'ai tendance à me dire, oh, j'aurais peut-être dû le faire avant, mais chacun son timing, chacun son moment. Mais voilà. Et bravo aux gens en général, à leur niveau, chacun à leur niveau, qui font découvrir les endroits. C'est le cas pour toi, donc bravo pour ton travail. Pour être plus précis, l'Afrique, des enfants avec des mouches qui ont le palu, qui crèvent du palu et qui ont des mouches sur la bouche. Oui, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais c'est faussé et réducteur de le penser que dans ce prisme-là, tu vois. Je suis assez à l'aise avec l'idée qu'on montre aussi les opportunités de l'Afrique et pas seulement ses complications, parce que en Occident, moi, des complications, j'en ai vu énormément aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ça pourrait faire croire qu'en Occident, il n'y a pas de SDF, ça pourrait faire croire qu'en Occident, il n'y a pas des gens qui vivent dans l'insalubrité, etc. et tout ça, là. Et ça, c'est faux. J'en sais quelque chose. C'est de là-bas d'où je viens. Donc voilà. Et pourtant, ça ne veut pas dire que les Champs-Élysées, ça n'existe pas. Donc montrons de tout le monde les atouts. Ouais. Et de toute façon, les complications, on les connaît. Elles ne disparaîtront pas. On les combattra. Mais il est temps de montrer nos atouts. Merci, Youssoupha. C'est moi qui te remercie. Prends soin de toi. Il faut le reconnaître, des endroits canons à Abidjan, il y en a plein. Me voici dans mon endroit préféré, le jardin botanique de Bingerville. Un endroit parfait pour les enfants, les adultes et tous ceux qui aiment les endroits instagrammables. Parce que leur collection de palmiers est vraiment incroyable. Et c'est vrai que ce n'est pas ce genre de choses qu'on a l'habitude de voir à la télé française. Et j'ai eu l'honneur d'en discuter avec Halima Gadji, une actrice très connue en Afrique, notamment l'héroïne principale de la série sénégalaise Maîtresse d'un homme marié. Elle me confie à quel point la série a tout fait pour montrer la beauté du Sénégal et que c'est pour elle l'une des clés de leur réussite. Si on n'a pas montré une côté de l'Afrique où c'est la pauvreté, c'est de mentir aux gens, de montrer juste là où il y a la guerre, où il y a la famine. Donc au Sénégal, ce qu'on a voulu faire aussi, c'est montrer la beauté du pays. Bien sûr. Ça a tellement marché qu'on était invités sur les plateaux de TV5 Monde
Nous, on ne s'attendait pas à en arriver jusque-là. New York Times a parlé de la série, donc ouais, voilà, beaucoup de gens ne pensaient pas que le Sénégal était aussi beau. Donc heureusement qu'il y a des gens maintenant comme toi. Heureusement qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, les gens ont compris que pour vendre le pays, c'est à travers des séries, à travers les clips, à travers... Sinon, quand vous venez faire des documentaires chez nous, c'est juste pour montrer la partie dégueulasse de l'Afrique. Je crois à cette nouvelle génération. Ils ont commencé à comprendre qu'aller en Europe ne sert à rien. Si vous voulez vraiment réaliser un truc, restez chez vous. Ici, il y a absolument tout. Lancez-vous dans l'entrepreneuriat, dans la production, surtout la production. On a énormément de choses à faire encore dans la production. Donc, s'il vous plaît, je parle surtout à mes frères et sœurs qui s'aventurent dans les bateaux, Je ne sais pas si à Dakar, quand tu es parti, on t'a parlé de ces 400 000, le nombre même me perd, mais tous ces jeunes qui ont perdu leur vie dans les pirogues, à essayer de gagner la Méditerranée. Mais on a perdu énormément de jeunes parce qu'il n'y a plus d'espoir dans le pays. Mais juste pour leur rappeler que tout se passe ici. Tout est né en Afrique, tout va revenir en Afrique. Croyez-y et l'union fait la force encore. Mon voyage en Côte d'Ivoire touche bientôt à sa fin, mais j'ai encore une destination à faire. La ville de Mans, cette ville située dans les montagnes, dont tout le monde m'a parlé à cause de ses fameuses chutes d'eau. Je pars donc en voiture pour un road trip improvisé de 8 heures. Mais manque de peau, mauvais timing. En cette période de l'année, les chutes sont souvent sèches. Mais je me réconforte avec un autre site touristique de la ville, la forêt sacrée des singes. Une forêt qui regorge de singes sauvages qui s'approchent parfois si vous leur donnez un petit quelque chose à manger. Et à mon retour, j'ai l'honneur d'être invitée sur la chaîne numéro 1 de Côte d'Ivoire, Live TV, pour leur show iconique Willy à midi. Tu viens pour parler de quoi avec tes vidéos à Abidjan en fait? Que ce soit la culture, la nourriture, l'enjaillement, les gens, tout, de tous les milieux, de tous les horizons, absolument tout. Et pas que à Abidjan, Bouaké, San Pedro aussi, là il y a Mans. Enfin, j'ai essayé de voir un petit peu tout ce que je pouvais voir. Bien évidemment, je ne peux pas faire toutes les villes, mais de ressentir la Côte d'Ivoire, voilà. Capter la vibe du pays. Et pour le moment, franchement, c'est 20 sur 20. J'ai adoré en tout cas. C'est lequel des plats que tu adores? Ah, il y en a trop. Il y en a trop. Et j'ai tellement mangé, j'ai pris trop de poids depuis que je suis ici, c'est pas normal. C'est vrai que la nourriture ivoirienne va me manquer, mais pas que. Ça fait 1 mois maintenant que je suis ici et j'ai vraiment du mal à partir. Avant de le faire, comme d'habitude, j'ai organisé un meet-up pour pouvoir vous rencontrer. Et comme d'habitude, c'était un vrai plaisir de vous voir en vrai. Alors, 1 mois en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai pu apprendre l'histoire de ce pays passionnant. J'ai pu voir des paysages paradisiaques, des édifices magnifiques. Et soyons honnêtes, j'ai fait l'un des plus beaux voyages de toute ma vie. Alors merci à la Côte d'Ivoire, merci aux Ivoiriens pour votre accueil. Merci aux incroyables personnes que j'ai pu interviewer pour cet épisode. Merci Youssoufa, Halima, Keren, Prince, Stéphanie et bien sûr le général. Merci à tous ceux qui ont rendu ce voyage plus facile. Catherine, Charles, Franck, Marc, Kai, Aymar, Gilles, Yacine, Daisy, Sarai. Je rentre en France avec des souvenirs incroyables et croyez-moi, je reviendrai. Car comme on dit ici, la Côte d'Ivoire, c'est le LAS. Connaisseur connaît, Gaou passe.